Je vais vous présenter, c'est un immense honneur pour moi de vous présenter Mario Beauregard, qui est neuroscientifique canadien, chercheur à l'Université de Montréal, puis à présent à l'Université d'Arizona aux États-Unis. Il a un parcours absolument hors norme. Il a été nommé, si vous voulez, un des 5 pionniers du XXIe siècle et a gagné de nombreux prix scientifiques. Un des 5. 100. Parmi les 100. Parmi les 100, pardon. Et donc, il a également été récompensé par de nombreux, pour tous ses travaux scientifiques internationaux. Et donc, dans le domaine des neurosciences, il est le pionnier par rapport à des travaux explorant la spiritualité, la conscience et les émotions, en particulier un travail qui a été fait avec les religieuses carmélites. Et donc, il a écrit énormément de livres, dont du cerveau à Dieu et les pouvoirs de la conscience, comment nos pensées influencent la réalité. Et ce jour, il va nous parler donc de l'approche intégrale de la conscience. Merci beaucoup pour la belle présentation. Merci aussi aux dirigeants de l'UIP pour m'avoir invité à participer à ce colloque fort intéressant. Merci à Mme de Constantin aussi, la Fondation Denis Guichard, et à Guy Trédaniel, éditeur, pour supporter cet événement. Alors, au niveau du plan de ma présentation, je vais parler dans un premier temps de ce qu'on appelle le matérialisme scientifique, finalement, qui est devenu très influent dans la plupart des disciplines scientifiques, mais qui joue un rôle important aussi au niveau des neurosciences jusqu'à présent. Et je vais par la suite présenter une série d'études d'imagerie cérébrale. J'ai beaucoup utilisé l'imagerie cérébrale au cours de ma carrière. Et donc, des études qui montrent que, contrairement à ce que certaines théories matérialistes veulent nous faire croire, l'esprit humain a une grande capacité d'influence au niveau cérébral. Donc, l'esprit humain a une grande capacité d'influence au niveau du corps, du cerveau, et de tous les systèmes physiologiques qui sont connectés. Mais il y a une influence aussi énorme à l'extérieur des limites du corps. Ça, c'est le concept qu'on appelle l'esprit non local. Donc, je vais vous présenter certaines études par rapport à ça. Et je vais terminer en vous parlant de ce qui est en train d'émerger sur la base des études qui vont être présentées. Donc, un nouveau paradigme qu'on a appelé paradigme post-matérialiste. Et la plupart de ce que vous allez trouver dans la présentation, vous pouvez, j'en parle dans certains livres, donc du cerveau à Dieu, les pouvoirs de la conscience, sauf la dernière partie, ça je vais vous donner des références au sujet de l'émergence du paradigme post-matérialiste. Donc, tout au long de la présentation, j'utilise certains concepts comme l'esprit, la conscience. Donc, quand je fais référence à l'esprit, c'est la traduction du terme anglais « mind ». Donc, c'est l'ensemble des processus mentaux, qu'ils soient conscients ou non. Par exemple, la mémoire, la perception, les émotions, la pensée, etc. Lorsque je fais référence à conscience, ben c'est la faculté mentale qui permet d'appréhender ce qui se passe en relation avec soit le monde extérieur, à l'extérieur des limites du corps, ou en référence à ce qui se passe intérieurement, sur le plan mental. Par exemple, les pensées, les émotions. Et ça inclut aussi la conscience de soi. Alors, je vais parler d'abord du matérialisme scientifique. D'abord, au début de la science moderne, il y a 4 siècles, les pères de la science moderne ont proposé un certain nombre d'hypothèses au sujet de l'univers, de la réalité. Et donc, ils ont parlé de postulats et ils en ont présenté un certain nombre, mais c'était des hypothèses. Donc, ce n'était pas des certitudes absolues. C'était des possibilités. L'une de ces possibilités-là, c'était le matérialisme. Donc, l'idée que tout peut être expliqué ou réduit à des particules, des champs matériels.
Un autre postulat, c'est le réductionnisme. Donc, l'idée que des systèmes complexes dans la nature, on peut arriver à les expliquer par leurs composantes plus élémentaires. Un autre postulat aussi, donc, qui a été proposé à ce moment-là, c'était l'idée du déterminisme. Donc, tous les événements sont causés par d'autres événements qui les précèdent. Alors, au tout début, c'était des hypothèses. Mais il y a eu une espèce de dérapement, il y a eu un glissement qui s'est opéré au bout de quelques siècles, et c'est devenu des articles de foi, c'est devenu des dogmes, ça a donné lieu à une idéologie qui a été appelée le matérialisme scientifique. Et le matérialisme scientifique, c'est devenu synonyme de vision du monde scientifique au 19e, au 20e siècle. Et ça a beaucoup d'implications. Par exemple, le matérialisme, l'idée du matérialisme, ça implique que les expériences spirituelles, par exemple, c'est des hallucinations dues à une dysfonction au niveau cérébral. Ça implique aussi que de croire en une vie après la mort, c'est quelque chose d'absurde. Ça implique aussi, en termes sur le plan du réductionnisme, qu'on peut expliquer tout ce qui se passe dans le cerveau et tout ce qui se passe sur le plan mental, au niveau conscient ou non, par des processus électriques et chimiques. Ça implique également que notre impression de libre arbitre est illusoire. Donc, comme je l'ai dit, ça a beaucoup d'implications, des implications énormes. Donc, parce que ça veut dire que tout ce qu'on peut expérimenter en termes humains, toutes nos pensées, nos émotions, nos intentions, nos croyances, nos expériences spirituelles aussi, bien, tout ça, c'est ou identique, ou ça peut être réduit à de l'activité électrique et chimique dans le cerveau. Et donc, selon cette conception-là, notre esprit est impuissant d'une certaine façon. Ça veut dire que nos pensées, nos intentions ne peuvent pas avoir d'effet vraiment sur nos cerveaux, nos corps, et sur le monde physique aussi. Donc, notre esprit est comme emprisonné, encapsulé biologiquement, et ça veut dire aussi qu'il ne peut pas avoir d'impact ou opérer à l'extérieur des limites du corps. Donc, cette idéologie-là, le matérialisme scientifique, ça a eu un impact très négatif au niveau académique. C'est une idéologie qui, comme je le disais, est devenue dominante au 20e siècle. Et ça a retardé considérablement l'étude scientifique de la conscience, de la spiritualité, qui étaient considérées comme des tabous. Par exemple, l'étude scientifique de la conscience, ça a commencé officiellement, ça a été accepté vers la fin du 20e siècle. Et donc, cette idéologie-là fait que ça a amené les scientifiques, en tout cas la plupart des scientifiques, à négliger tout l'aspect subjectif de l'expérience humaine. Et évidemment, de minimiser l'impact de l'esprit, de la conscience. Alors, il y a beaucoup de théories matérialistes, on n'a pas le temps de les expliquer ici, de les résumer, mais ces théories-là nous disent qu'au fond, si l'esprit peut être réduit à des processus électriques et chimiques dans le cerveau, ça n'a pas véritablement donc d'effet sur ce qui se passe à l'intérieur de nos cerveaux. Je vais vous montrer rapidement quelques études d'imagerie cérébrale qui ont été réalisées soit par résonance magnétique nucléaire, soit par tomographie par émission de positrons. Cette étude-là, ici, c'est la première étude qui a été réalisée dans mon laboratoire. C'est la première étude sur la planète qui a été réalisée au niveau de la capacité humaine de réguler consciemment, intentionnellement, les réponses émotionnelles dans le cerveau. Pendant très longtemps, on a pensé qu'on était complètement déterminé sur le plan des émotions. Donc, les émotions arrivaient dans certaines régions du cerveau. C'est des régions qui sont plus primitives, qui font partie de ce qu'on appelle le système limbique, des régions comme l'amygdale, l'hypothalamus, etc., qu'on partage avec les autres mammifères. Et on pensait qu'on ne pouvait pas consciemment avoir un impact sur ces régions-là.
Et donc, ce qu'on a fait dans une première étude, c'est qu'on a induit un état émotionnel très puissant chez des sujets. On faisait ça à l'aide d'extraits de films chargés émotionnellement. Donc, lors de la première étude, c'était des extraits de films érotiques. On a utilisé des extraits de films érotiques chez un groupe d'étudiants universitaires âgés entre 20 et 30 ans. Et donc, on s'attendait à une très forte activation au niveau des régions de ce qu'on appelle le cerveau émotionnel, le système limbique. Comme vous pouvez voir en haut, ici, il y avait effectivement des réponses extrêmement puissantes au niveau des différentes composantes du système limbique. Dans une seconde condition expérimentale, on a demandé à nos sujets, et ces gens-là n'avaient aucune expérience, par exemple, de forme de méditation bouddhiste, comme la pleine conscience, par exemple. On leur a demandé, tout simplement, de devenir des observateurs détachés, non seulement des films qu'ils observaient, mais de leur propre réaction sur le plan physiologique, de comment ils se sentaient sur le plan subjectif. Le seul fait d'arriver à faire ça, et ils n'avaient pas été entraînés là, avant l'expérience, bien, ils ont été capables de faire disparaître les activations très fortes qu'on voyait au niveau des régions du système limbique, en l'espace de quelques minutes seulement. Donc ça, c'était très impressionnant, parce que ça montre qu'on a cette capacité-là. Donc, on n'est pas complètement déterminé par nos émotions, même par des émotions très, très fortes. On a utilisé une autre technologie, la tomographie par émission de positrons. Cette fois, pour mesurer un autre paramètre, on s'intéressait à la production et à la libération d'un messager chimique dans le cerveau qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine est impliquée dans toutes sortes de fonctions, mais c'est le messager chimique clé au niveau des émotions puis de la régulation de l'humeur. Par exemple, il y a beaucoup d'antidépresseurs qui ciblent spécifiquement la sérotonine. Alors, on a demandé à nos sujets de se rappeler et d'essayer de revivre une des expériences les plus joyeuses de leur vie. Et on mesurait, donc, qu'est-ce qui se passait au niveau de la sérotonine. Et on a vu, au bout de quelques minutes, qu'il y avait une augmentation de synthèse et de libération de sérotonine dans certaines des régions clés du cerveau émotionnel, du système limbique. On a fait exactement l'inverse, condition inverse. On a demandé à nos sujets, donc, de revivre un des événements les plus tristes de leur vie. Et on a vu exactement le phénomène opposé, c'est-à-dire qu'il y avait une diminution marquée, significative, de production et de libération de sérotonine dans les mêmes régions du cerveau émotionnel. Donc, ça veut dire qu'on peut arriver à changer chimiquement ce qui se passe dans le cerveau de façon très, très, très rapide. On peut aussi arriver à transformer le cerveau, soit au niveau des connexions entre les différents neurones, soit même au niveau de la production de nouveaux neurones. Donc ça, c'est le phénomène qu'on appelle de neuroplasticité. Pendant longtemps, en neurosciences, on a pensé qu'on ne pouvait pas changer, que le cerveau, c'était une machine statique, que ça ne bougeait pas. Mais il y a une trentaine d'années, on a commencé à avoir des données expérimentales qui ont remis en question ce dogme-là. Et donc, on peut faire ça de différentes façons. On peut transformer le cerveau de différentes façons. L'une des façons de le faire, c'est la méditation, les techniques méditatives. Par exemple, si vous pratiquez pendant un certain temps différents types de méditation, vous modifiez le fonctionnement des régions qui sont impliquées au niveau des émotions, la régulation des émotions, mais aussi au niveau de l'attention. On peut aussi influencer le développement des régions impliquées dans la compassion. Donc, ça, ici, ce que j'illustre, c'est une étude qu'on a faite dans le laboratoire avec des gens qui avaient environ 3000 heures de pratique de méditation qu'on appelle la pleine conscience, une forme de méditation bouddhiste. Et on leur présentait des images qui font partie d'une banque d'images qui s'appelle International Picture System. C'est utilisé par les chercheurs dans le monde entier pour mesurer l'impact des émotions. Et donc, dans cette banque d'images, il y a des images positives, il y a des images négatives et il y a des images à valence, donc très négatives.
beaucoup de scènes, par exemple, de mutilation. Alors, on a comparé des gens qui n'avaient aucune expérience de méditation, qui débutaient la pleine conscience, versus des gens qui avaient quelques milliers d'heures d'expérience. Puis vous pouvez voir ici, au niveau de... Ça, c'est les débutants, les novices. Et on voit ici qu'il y a une activation forte des deux côtés, dans les deux hémisphères du cerveau, au niveau d'une région qu'on appelle l'amygdale, qui est impliquée dans l'analyse ou la réactivité sur le plan émotionnel. Puis vous voyez que pour les gens qui sont expérimentés en méditation, une image comme ça, qui est extrêmement intense, ne provoque pas d'activation dans cette région-là. Donc, on peut vraiment transformer le cerveau en termes de fonctionnement des régions, mais aussi sur le plan structurel, au niveau de la matière blanche, de la matière grise. Ça, c'est une étude qu'on a réalisée dans mon laboratoire il y a quelques années avec une technique qui s'appelle le neurofeedback. Neurofeedback, ça permet d'arriver à... par exemple, on installe des électrodes au niveau du scalp chez les individus et donc on enregistre leur activité électrique dans le cerveau et cette activité-là est couplée, par exemple, à des jeux audio, vidéo. Alors, lorsqu'ils sont dans la bonne zone, si on veut, où on veut les emmener, il y a le jeu s'active, s'anime, et lorsqu'ils ne produisent pas les bonnes zones cérébrales aux bons endroits, le jeu stoppe. Donc, c'est une forme de conditionnement opérant. Et la plupart des individus apprennent à contrôler assez rapidement leur activité cérébrale. Et lorsqu'on fait ça pendant seulement quelques mois, par exemple, ça c'est une étude qui a été faite avec des étudiants universitaires, on observe une augmentation de la densité de matière grise dans les différentes régions du cerveau qui sont impliquées. Dans ce cas-ci, c'était au niveau de l'attention, parce que le protocole de neurofeedback ciblait spécifiquement l'amélioration des performances au niveau attentionnel. Un autre phénomène intéressant qui montre tout l'impact mental au niveau du cerveau, c'est le placebo. Donc, un placebo, c'est, au fond, c'est les croyances, les attentes qu'on peut avoir par rapport à un traitement, mais un traitement qui, d'un point de vue médical, n'est pas du tout efficace. Donc, ça peut être différents types d'interventions, ça peut être une pilule de sucre, ça peut être aussi de la chirurgie, ça peut être différents types, il y a des différents types de placebo. Dans ce cas-ci, c'est une étude qui a été réalisée par des neurologues à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Et c'était une étude qui a été réalisée chez des patients qui souffraient d'une maladie de Parkinson avancée. Donc, dans le Parkinson, vous avez une destruction progressive des neurones qui produisent un messager chimique qu'on appelle de la dopamine et qui est impliqué dans toutes sortes de fonctions, mais c'est vraiment le messager chimique clé au niveau du contrôle moteur, de la régulation des mouvements. Et chez les patients qui souffraient de Parkinson, dans cette étude-là, et c'était des patients assez âgés qui avaient un niveau de destruction des neurones à dopamine d'environ 70 %. Donc, ils étaient avancés là, au niveau de la maladie. Alors, chez ceux qui ont répondu le mieux au placebo, et le placebo, dans ce cas-ci, c'était simplement de l'eau saline. Alors, ils se sont mis à produire et à libérer de la dopamine dans leur cerveau de façon comparable à de jeunes individus sains dans la vingtaine, par exemple. Donc, c'est absolument remarquable comme réponse. L'activité mentale influence le cerveau, mais le cerveau il est connecté à tous les grands systèmes physiologiques de l'organisme. Par exemple, système endocrinien, système immunitaire. Donc, tout ça forme ce qu'on appelle un réseau psychosomatique. Donc, c'est un système multidirectionnel. Les différents systèmes qui le composent communiquent et reçoivent de l'information. Ça fonctionne dans les deux sens. Et donc, l'information dans ce réseau psychosomatique-là, elle est véhiculée surtout à travers des messagers chimiques qu'on peut considérer comme des substances informationnelles. Par exemple, on parle de neuropeptides. Et ces messagers chimiques-là font que tout ce qui nous arrive sur le plan expérientiel, subjectif, au niveau émotionnel, par exemple, la perte d'un proche, tomber amoureux, perdre son travail, etc.,
bien, ces événements-là ont un impact au niveau du cerveau et automatiquement, parce que le cerveau est connecté à tous ces systèmes physiologiques-là, il va avoir un impact aussi au niveau, par exemple, du système immunitaire. Et donc, ça c'est des phénomènes qui sont étudiés par une discipline qu'on appelle la psychoneuroimmunologie, la PNI. Et donc, il y a beaucoup d'études intéressantes qui ont été faites en PNI qui montrent, par exemple, que lorsque des gens vivent des stress psychologiques, que ce soit chroniques ou aigus, bien, ça augmente donc la gravité et la durée des maladies infectieuses. Ça peut aussi réactiver des virus donc, qui sont latents depuis plusieurs années. Ça prolonge aussi la cicatrisation des plaies. D'autres études qui montrent que les gens qui vivent un sentiment d'impuissance, par exemple, bien, c'est associé à des taux plus élevés de mortalité en relation avec les maladies cardiovasculaires ou avec le cancer, par exemple. Donc, il y a un certain nombre d'années, j'ai proposé un modèle théorique pour expliquer tout ça. J'ai appelé ça l'hypothèse de la transduction psychoneurale. Donc, ce que c'est finalement, et ça brièvement, c'est que toute l'information qui est traitée au niveau donc de l'esprit sur le plan mental, que ce soit des émotions, des croyances, des intentions, des pensées, etc., des images mentales aussi, tout ça, c'est traduit sous forme électrique et sous forme chimique dans le cerveau. Mais c'est deux ordres de phénomènes qui sont différents. Une pensée, par exemple, ça n'a pas de forme ou nécessairement de structure de volume, de masse, mais c'est quelque chose qui influence gravement, de façon puissante, le cerveau et les systèmes physiologiques qui sont connectés. Donc, ça, c'est le langage du mental qu'on pourrait appeler le mentalet, par exemple, de façon métaphorique. Bien, le mentalet génère du neuronoix au niveau du cerveau. Il traduit de façon électrique et chimique dans un langage qui est reconnu par le cerveau. Et le cerveau, étant donné qu'il est, donc, comme je le disais, qui est connecté à tous les grands systèmes physiologiques, bien, ça veut dire que tout ce qui se passe à ce niveau-là a un impact au niveau des différents systèmes physiologiques dans l'organisme. Et il y a des données de plus en plus importantes qui semblent indiquer qu'on doit inclure là-dedans tout ce qui se passe au niveau de l'expression des gènes. Ça concerne une discipline qu'on appelle l'épigénétique maintenant. Donc, on voit de plus en plus des études qui montrent des liens entre des croyances, par exemple, des émotions et l'expression ou non de certains gènes qui sont reliés. Donc, ce que j'ai présenté jusqu'à présent, les études présentées, elles nous montrent que l'esprit exerce une influence importante au niveau de l'organisme, mais le champ d'action de l'esprit n'est pas confiné du tout à l'organisme lui-même. Donc, il peut exercer une action à l'extérieur des limites du corps, une action qu'on appelle non locale. Alors, il y a certains types de phénomènes qui supportent cette idée-là. Par exemple, ce qu'on appelle les phénomènes psy, et qui ont été étudiés pendant de nombreuses décennies. Et puis, pendant très longtemps, il y a beaucoup de scientifiques qui ont pensé que finalement, ce n'était pas reproductible, que ce n'étaient pas des phénomènes qui existaient réellement et tout ça. Mais il y a des milliers d'études qui ont été faites pendant de nombreuses décennies. Et il y a des analyses statistiques qui ont considéré l'ensemble des résultats de toutes ces études-là. C'est ce qu'on appelle des méta-analyses. Donc, on combine des résultats de centaines de milliers d'études. Ça permet de déterminer jusqu'à quel point le phénomène existe ou pas, est réel, et aussi dans quelle mesure il est reproductible. Alors, si on prend, par exemple, ce qu'on appelle la télépathie, donc, c'est une forme de communication mentale entre des individus. Il y a un protocole qui a été utilisé beaucoup dans ces études-là qu'on appelle le Ganzfeld. Donc, dans ces expériences-là, vous avez un émetteur, un récepteur. Et ils sont placés dans des pièces qui sont séparées. Ils peuvent être séparés par des distances très importantes, des centaines, des milliers de kilomètres. Alors, le récepteur est installé dans un fauteuil. Il a les yeux fermés et sur ses yeux, il porte des demi-sphères. Généralement, c'est des balles de ping-pong. Et il porte un casque audio
qui émet un bruit blanc. Donc, il est isolé sensoriellement. Et l'émetteur, lui, se trouve dans une autre pièce. Et l'émetteur regarde des cibles. Généralement, c'est des images. Ça peut être des images statiques, mais ça peut être aussi des extraits de films, donc audio, vidéo. Et il se concentre sur la cible en question et il essaie d'envoyer le contenu de ce qui est perçu visuellement au récepteur qui est situé dans l'autre pièce. Alors, à la fin de ces expériences-là, le récepteur va classer 4 images, donc l'image qui contient l'image cible, mais aussi 3 leurres. Et il va essayer de déterminer laquelle des 4 images est la plus proche, la plus semblable à ce qu'il a pu percevoir ou ressentir durant la session. Et donc, pour qu'une réponse soit juste, il faut que le récepteur classe en première position l'image cible, sinon on considère que c'est une mauvaise réponse, c'est un échec. Alors, il y a des chercheurs qui ont fait plusieurs méta-analyses dans les dernières années de toutes ces études-là, de milliers d'études, en fait, qui ont été faites dans les dernières décennies. Et une de ces méta-analyses-là, par exemple, a englobé plus de 2000 études de ce type-là. Et les résultats ont révélé une probabilité que les résultats soient dus au hasard de 1 million, donc de 1 sur 1 million de milliards. Donc, on parle de 1 sur 10 à la 15. Donc, ça, c'est très, très impressionnant. Et ça nous dit que ce phénomène-là existe vraiment. Il y a d'autres chercheurs qui se sont intéressés plus à la capacité mentale d'influencer le monde physique ou le monde biologique. Il y a un instrument électronique qui a été utilisé dans plusieurs de ces études-là, qu'on appelle un générateur de nombres aléatoires. Donc, c'est un appareil électronique qui génère du bruit électronique. Et c'est un circuit qui crée des séquences, qui génère des séquences on appelle des bits. C'est comme une pièce de monnaie, si on veut, qu'on lancerait plusieurs fois en l'air par seconde. Au lieu de générer des piles ou des faces, ça génère soit des zéros, soit des 1. Et ça peut générer des milliers de signaux par seconde. Et dans ces études-là, on demande aux participants d'influencer mentalement l'activité du générateur de nombres aléatoires, donc de produire plus de 0 que de 1 ou vice-versa. Et donc, il y a beaucoup de méta-analyses qui ont été réalisées. Il y a plusieurs centaines d'études qui ont été réalisées avec ce type d'approche-là. Une des méta-analyses a été réalisée à l'Université de Princeton, par exemple. C'était un programme de recherche qui a duré pendant presque 30 ans. Et la méta-analyse a révélé que la probabilité que les résultats de toutes ces études-là soient dus au hasard était de 1 sur 1 trillion, 1 sur 10 à la 18. Donc, ça suggère que l'intention humaine est capable d'influencer un circuit électronique au niveau quantique. Alors, il y a d'autres chercheurs qui, eux, se sont penchés sur l'impact de l'intention sur des systèmes biologiques, donc des organismes vivants. Par exemple, au niveau de la croissance de plantes, ça peut être au niveau de certains paramètres en lien avec des micro-organismes, par exemple des bactéries, des protozoaires, etc. Parfois aussi, la cible peut être d'autres humains. Donc, on peut, dans certaines études, le but était d'influencer ce qui se passait au niveau de la réaction galvanique de la peau, qui est un index de réactivité sur le plan émotionnel. Et encore une fois, comme pour les autres phénomènes, on a observé donc des probabilités que tout ça soit dû simplement au hasard infimes, donc des résultats très, très impressionnants en termes de méta-analyse. Donc, tout ça, ce que ça veut dire, c'est que l'esprit humain est capable d'obtenir de l'information donc assez précise, significative, par des moyens qui transcendent les limites habituelles des sens, et donc des contraintes d'espace et de temps. Je n'ai pas le temps de vous parler ici d'études en lien avec la précognition, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites en lien avec la précognition aussi.
Et donc, lorsqu'on parle de non-localité, c'est une non-localité non seulement par rapport à l'espace, mais aussi par rapport au temps. Donc, l'esprit humain n'est pas confiné uniquement à ce qu'on considère être le présent. Et donc, ces phénomènes-là, ce que ça nous dit, c'est qu'il existe une interface entre le monde de l'esprit et le monde physique. Il y a un autre phénomène intéressant qui est l'expérience de mort imminente, qui supporte cette idée-là d'un esprit non local. Donc, les expériences de mort imminente, c'est des expériences très réalistes, vivaces, qui sont déclenchées par toutes sortes de phénomènes lorsque les gens sont près de la mort, physiologiquement, par exemple. Ça peut être des arrêts cardiaques, ça peut être des complications lors de chirurgie, des hémorragies sévères, etc. Et c'est des expériences qui ont un impact très profond sur les individus, parce qu'il y a une composante spirituelle importante dans ce type d'expérience-là. Il y a des études qui estiment qu'il y a environ 4 % de la population, du moins en Occident, qui a vécu une EMI. On pense qu'il y aurait plus de 25 millions d'individus globalement dans le monde entier qui auraient vécu cette expérience-là lors des 50 dernières années. Donc, c'est quelque chose de très fréquent. Et c'est une expérience qui n'est pas influencée par le genre, la race, le niveau d'éducation, le statut socio-économique. Et ce n'est pas influencé non plus par la religion préexistante. Donc, peu importe qu'il y a des expérienceurs qui sont des différentes religions, mais d'autres expérienceurs qui sont agnostiques, qui sont athées, ça ne semble pas avoir d'influence au niveau du contenu de l'expérience. Les principales composantes de cette expérience-là, c'est quoi? D'abord, c'est ce qu'on appelle le hors-corps, donc qui est l'impression. Les gens ont l'impression de sortir de leur corps physique et ils peuvent, à ce moment-là, percevoir des événements qui se déroulent autour de leur corps, d'un point de vue extérieur. Parfois, ils rapportent avoir une vision qui est étendue à 360 degrés. Et ils disent être capables de se déplacer, par exemple, à travers des obstacles physiques, par exemple des murs et tout ça. Et dans cet état-là, les facultés mentales sont non seulement conservées, par exemple, la perception, la conscience de soi, la mémoire, tout ça, mais non seulement c'est conservé, mais c'est accru. En général, c'est augmenté par rapport à l'état de conscience habituel. Il y a une dimension affective aussi qui est impliquée. Donc, il y a beaucoup de paix, de joie, de félicité associée à ces expériences-là. Il y a également le passage à travers une région d'obscurité. Les gens parlent souvent d'un tunnel sombre. Et de l'autre côté, à l'autre extrémité du tunnel, il y a une lumière extrêmement brillante qui est perçue. Et à cet endroit-là, il y a souvent des rencontres qui sont effectuées avec des membres de la famille décédés, avec des proches, des amis aussi. Et pour la plupart des expériences, les gens rapportent des scènes très belles, des paysages magnifiques. Parfois, il y a des gens qui rapportent entendre des musiques éthérées aussi. Ça représente environ 97 % des expériences. Il y a 3 % des expériences environ qui sont considérées comme perçues négativement. Une autre composante très fréquente, c'est la rencontre avec ce que les gens appellent la lumière ou l'être de lumière, donc qui est un être intelligent et qui irradie un amour inconditionnel, total. Et il y a des communications qui s'effectuent à ce moment-là, souvent de manière télépathique. Un autre élément important, c'est la revue panoramique de la vie. Donc, souvent, les expérienceurs vont voir leur vie défiler devant eux de façon extrêmement rapide. Et puis, ça peut être non seulement pour des événements majeurs de leur vie, mais aussi pour des événements qui semblaient en apparence banaux. Donc, il y a un retour également qui fait partie donc, des composantes, qui, la plupart du temps, le retour est forcé parce que la plupart des expérienceurs donc, se sentent extrêmement bien et plusieurs, sinon la plupart, ne désirent pas réintégrer leur corps, surtout lorsque l'expérience a été déclenchée donc, par un accident, un traumatisme,
une maladie grave, par exemple. Et ces expériences-là ont des répercussions importantes, énormes. Ça amène une appréciation nouvelle, importante pour la vie, pour sa finalité. Ça amène un sentiment d'émerveillement aussi, très souvent, de gratitude également. Et ça accroît le niveau de spiritualité, généralement, et le degré de compassion par rapport à autrui. Et les expérienceurs deviennent souvent plus sensibles à la biosphère également. Et la plupart des expérienceurs, après l'expérience, ils ont une certitude qu'il existe un principe transcendant, certains l'appellent Dieu, qui existe, et qu'il y a une vie qui continue après la mort du corps physique. Et donc, ils ont une tendance à apercevoir, évidemment, après ça, un mode de vie qui est axé uniquement sur le matérialisme, par exemple, la consommation de biens comme étant quelque chose de futile, de vide. Souvent aussi, ils développent des capacités. On parlait de phénomènes psy tantôt, donc ils deviennent plus capables de se sentir connectés avec autrui, plus télépathes ou empathes. Ils sont capables aussi parfois de clairvoyance, prémonition. Très souvent également, ils développent des capacités sur le plan de la guérison. On voit ça souvent. Donc, une des composantes importantes sur le plan scientifique de ce phénomène-là, c'est l'expérience hors corps, parce que c'est la seule composante qui nous permet de tester certaines choses. Donc, on peut vérifier, par exemple, si les informations qui sont perçues dans l'état hors corps sont véridiques ou non. Véridiques, donc, c'est-à-dire que est-ce que ça correspond vraiment à la réalité de ce qui s'est passé, par exemple, dans une salle d'opération au niveau chirurgical. Donc, est-ce que les informations qui sont rapportées par l'expérienceur sont en accord avec ce que les chirurgiens, les infirmières ont été témoins, par exemple? Des détails comme ça. Et donc, le hors-corps fait partie de la plupart des expériences de mort imminente, donc c'est très fréquent. Et les études montrent, c'est que les expériences ou les perceptions véridiques, c'est quelque chose qui est très fréquent. C'est beaucoup plus fréquent que les perceptions non véridiques dans cet état-là. C'est d'au-dessus de 90 % selon un certain nombre d'études. Donc, ce n'est pas de la fabulation. Il y a beaucoup de scientifiques à tendance matérialiste qui ont essayé de réduire ces expériences-là à différents phénomènes dans le cerveau. Par exemple, on a parlé d'une diminution du niveau cérébral en termes d'oxygène. Il y en a d'autres qui ont parlé de libération massive de certains messagers chimiques, comme des endorphines, par exemple, ou une stimulation anormale au niveau du lobe électrique. Le problème avec toutes ces théories-là, c'est que ça n'arrive pas vraiment à expliquer une ou même l'ensemble de toutes les composantes de l'expérience de mort imminente. Et également, ça n'explique pas du tout la transformation psychospirituelle à long terme qui suit très souvent ce type d'expérience-là. Une des instances très, très importantes en termes de déclencheur de l'EMI, c'est l'arrêt cardiaque. Ça, c'est très, très important, très intéressant pour des neuroscientifiques comme moi, parce que lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, si vous mesurez ce qui se passe en termes d'irrigation sanguine au cerveau, donc ça arrête très rapidement. Et lorsqu'on enregistre l'activité électrique du cerveau avec un appareil d'électroencéphalographie, vous allez voir que le tracé va devenir plat très rapidement, en général au bout de 10 à 20 secondes. Donc, l'individu, dans cet état-là, devient ce qu'on appelle cliniquement mort. Et il y a plusieurs études qui ont été réalisées dans les dernières 13-14 années, aux Pays-Bas, aux États-Unis, aussi au Royaume-Uni, qui ont montré qu'environ 15 % des gens qui vivent un arrêt cardiaque vont être capables de vivre des processus mentaux conscients, vont être capables de perception, etc. Donc, ils vivent une EMI. Et ils sont capables, dans certains cas, de rapporter des informations
de façon véridique, qui vont être corroborées, par exemple, par des membres de l'équipe médicale. Il y a des cas célèbres. Il y a un cas, entre autres, d'une dame, par exemple, à Seattle, qui avait fait un arrêt cardiaque et qui, donc, était morte cliniquement. Et durant son expérience, donc, de mort clinique, elle a eu l'impression de sortir de son corps et s'est promenée dans l'hôpital. Et elle a même sorti de l'hôpital pendant un bref moment. Et elle a pu apercevoir du côté nord du 3e étage de l'hôpital en question, qu'elle ne connaissait pas du tout, elle a aperçu une chaussure de sport. Et elle a enregistré des détails très spécifiques au niveau donc la couleur, le fait qu'il y avait des lacets qui étaient coincés sous le talon, que la zone du petit orteil était usée. Et donc, ils ont réanimé cette dame-là, et elle a parlé de ça à une travailleuse sociale, parce que, bon, elle a parlé de ça à ses médecins, les infirmières qui étaient sceptiques. La travailleuse sociale, donc, avait un doute et a décidé d'aller vérifier l'information, et elle a confirmé, elle a trouvé la chaussure en question. Et ça, ce n'est pas le seul cas comme ça, il y en a plusieurs cas comme ça. Et donc, ça pose un problème majeur pour les théories matérialistes classiques du cerveau. Qu'est-ce que ça dit, au fond, tout ça? Ça nous dit que le cerveau, au fond, il agit plus comme, non pas un producteur de l'esprit ou de la conscience, mais plus comme une interface et comme un filtre aussi. Ça, ce n'est pas une idée nouvelle, ça a déjà été proposé il y a près d'un siècle par William James, le père de la psychologie américaine, qui était philosophe aussi, par des philosophes aussi comme Ferdinand Scheller, Henri Bergson. On peut faire une analogie avec la télévision par rapport à ça, la question des rapports esprit-cerveau. Donc, si vous avez un récepteur télé, le récepteur télé, il reçoit des signaux électromagnétiques qui sont convertis en images et en sons. Si vous altérez certaines composantes électroniques de votre récepteur TV, vous allez modifier la réception de l'information en lien, par exemple, avec un programme de nouvelles que vous êtes en train d'écouter. Mais ça ne signifie pas pour autant que les signaux eux-mêmes et le programme, ils sont produits à l'intérieur du récepteur télé. Et donc, c'est une analogie qu'on peut utiliser par rapport aux relations esprit-cerveau. Et ce que la recherche montre aussi, c'est que le cerveau agit pas juste comme une interface, mais aussi comme un filtre. Donc, il nous permet généralement d'expérimenter seulement une portion étroite de la réalité. Mais cette fonction filtre de là, on peut la modifier, on peut l'altérer de différentes façons, par exemple par des pratiques spirituelles, de l'isolation sensorielle, des exercices respiratoires. Ça peut être des entéogènes également qui modifient la chimie cérébrale. Et donc, toutes ces études-là que je viens de vous présenter, ça me mène à proposer un nouveau paradigme que j'ai appelé post-matérialiste avec des collègues. Il y a donc un an et demi, on s'est réunis en Arizona et on a invité un certain nombre de scientifiques hérétiques, visionnaires dans différentes disciplines. On a discuté pendant 3 jours de l'influence du matérialisme au niveau scientifique et puis de ce qui s'en venait pour la suite. On a considéré tout un ensemble de nouvelles données expérimentales et on a conclu, on a rédigé ce qu'on a appelé un manifeste pour une science post-matérialiste. Je donne les liens ici sur Internet, vous pouvez les trouver. Ça a été traduit, ça a été repris en français par l'INRES. Et à date, ça a été signé par environ 150 scientifiques à travers le monde entier dans différentes disciplines. Dans toutes les disciplines. Et il y a des scientifiques très célèbres qui ont accepté de signer ça. Et qu'est-ce qu'on dit en termes de ce paradigme-là? On dit d'abord que la science n'est pas synonyme de matérialisme. Donc, la science, d'abord et avant tout, c'est une méthode qui est non dogmatique afin d'acquérir des connaissances au sujet de la nature, de l'univers. Et c'est une méthode qui est basée sur l'observation, sur l'investigation expérimentale, et ça vise à aussi expliquer les phénomènes qui sont mesurés, observés.
mais ce n'est pas synonyme de matérialisme et ça ne doit pas être influencé par aucune forme d'idéologie, de croyance, peu importe lesquelles. Et on dit aussi, on croit aussi qu'on doit considérer toutes les données empiriques. Donc, on doit élargir notre champ sur le plan expérimental parce qu'on ne peut pas uniquement considérer les théories ou les données qui sont compatibles avec des croyances personnelles de scientifiques, par exemple, qui voient le monde de façon très réductionniste, très matérialiste. Parce que ce rejet-là, ce n'est pas du domaine de la science, c'est du domaine de l'idéologie. Alors, pour résumer rapidement les grandes lignes du nouveau paradigme émergent, qu'est-ce qu'on dit? On dit que toutes ces données-là, ce que j'ai présenté, et il y a aussi la physique quantique qui est post-matérialiste, qui a eu sa révolution il y a une centaine d'années. Bien, ce que ça montre, c'est que l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit, ça représente un aspect de la réalité qui est tout aussi primordial que la matière, que le monde physique. Donc, l'esprit est fondamental et il ne peut pas être dérivé, réduit à quelque chose de plus basique, comme la matière, par exemple. Ce que ce paradigme-là dit aussi, c'est que l'esprit peut affecter l'état du monde physique et il peut opérer de façon non locale, de façon somatique, mais également de façon non locale. Donc, il n'est pas limité, confiné à des points spécifiques dans l'espace et dans le temps. Et c'est un paradigme qui est ouvert, très sympathique par rapport à la spiritualité, qui représente un aspect très, très important de l'expérience humaine. Ce paradigme-là est inclusif de la matière, qui considère être un constituant fondamental aussi de l'univers. Dans cette présentation-ci, je n'ai pas, dû aux contraintes de temps, je n'ai pas eu le temps de présenter plein d'autres données empiriques. Il y a plein d'autres domaines, comme par exemple des expériences spirituelles transformatrices. Il y a des études sur la médiumnité. Il y a des études très importantes qui se font au niveau de la réincarnation, par exemple, à l'Université de Virginie, qui pointent toutes dans le même sens, puis qui supportent ce nouveau paradigme-là, qui est supporté également, au fond, par la physique quantique. Alors, c'est un paradigme qui change fondamentalement la vision qu'on a de nous-mêmes, qui redonne dignité, pouvoir en tant qu'être humain. Donc, l'être humain n'est plus considéré comme une machine biologique complètement déterminée par les neurones, par les gènes, etc. Et nous pensons, mes collègues et moi, que le passage donc d'une science matérialiste à une science post-matérialiste, c'est quelque chose qui va avoir une importance majeure pour l'évolution de la civilisation humaine. En fait, c'est un passage qui est peut-être encore plus crucial que la transition du géocentrisme à l'héliocentrisme. Donc, je vous remercie pour votre attention. Un grand merci donc à Mario Burgard. Donc vous avez vu la logique de son raisonnement, à commencer par montrer comment l'esprit et par exemple des choses mentales pouvaient influencer des facteurs physiques sur le corps humain. Et après vous avez vu ce passage à cette non-localité. On a retrouvé le terme de non-localité qu'on avait vu chez Emmanuel. Il ne vous a donc pas échappé qu'il y avait un lien entre les deux. Et le maître mot était bien sûr là aussi l'esprit. L'idée que l'esprit pouvait être non local et pas uniquement une sécrétion, comme on dit, des neurones du cerveau. Il vous a présenté ensuite un certain nombre d'expériences troublantes. Emmanuel était dans la théorie, lui il était dans les faits, et vous avez noté que les deux se rencontraient autour de cette idée d'une non-localité du cerveau. Ce sont des travaux qui sont encore de l'esprit, pardon. Ce sont des travaux qui sont encore en devenir. Jean-François Lambert vous l'a dit, Serge Haroche a présenté ici ces expériences qui ont valu un prix Nobel plus de 15 ans après. Alors on ne sait pas si ça un jour vaudra un prix Nobel, mais en tout cas c'est une des grandes affaires à suivre, je crois, cette redécouverte de l'esprit pour le XXIe siècle et cette possibilité de déboucher, comme il vous l'a dit, sur une science post-matérialiste. Alors maintenant, nous allons faire la pause.